Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Catherine pour cette première édition des trophées de la valorisation de la recherche. Donc on va faire un premier temps sous forme de discussion très informelle autour justement des rapports entre la science et les médias et la façon dont les scientifiques peuvent apporter un éclairage. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir nos invités du jour. Donc Nathalie Croiset. Où tu veux. Moi, je vais me mettre sur une extrémité, tu te mets où tu veux. Merci. Nos invités se présenteront par eux-mêmes, et juste un petit mot. Donc, Nathalie Croiset anime aujourd'hui un podcast sur une radio qui s'appelle Carbone Zéro. Et le podcast, c'est... Enfin, il y a une émission. Il y a surtout une émission, oui. Pardon, je prends le micro, c'est mieux quand même. Une émission qui s'appelle Allô la Lune, ici la Terre, mais il n'y a pas que cette émission-là, il y a plusieurs formats. Tu vas pouvoir en parler. Fabrice, Bruno, qui veut venir en premier? Bruno Faure de Radio France Internationale. Et Bruno anime une émission hebdomadaire qui est diffusée le samedi et qui s'appelle Écho d'ici. Écho d'ailleurs. Écho d'ailleurs. Voilà, parce qu'on est donc une radio internationale qui émettons partout dans le monde, écoutée beaucoup en Afrique francophone, mais pas que. Parler francophone partout dans le monde, écouter en Afrique francophone, mais pour parler de tous les sujets internationaux, puisque les Africains s'intéressent énormément à toutes ces questions scientifiques en général. Ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin de ne pas être désinformés. On va y revenir, je pense, dans les minutes qui viennent. Et voilà, moi c'est une émission sur l'économie, où donc je fais appel régulièrement de la science, on va dire, de la science économique, mais parfois aussi à d'autres secteurs d'activité. Et puis, par ailleurs, je suis aussi en lien avec d'autres journalistes de la rédaction, avec qui, d'ailleurs, j'ai échangé avant cette discussion, et notamment aux journalistes qui s'occupent des questions purement scientifiques, qui m'a donné quelques inputs, comme on dit. Merci Bruno. Et Fabrice Rousselot, qui est le rédacteur en chef d'un média qu'on ne présente plus, qui est The Conversation France. Fabrice, si tu veux parler un peu de ton parcours. Ravi d'être là, puis merci déjà à toutes celles et ceux qui contribuent à The Conversation. Pour le dire vite, The Conversation, c'est un média qui est né d'une frustration journalistique, ce qui est toujours très bon, les frustrations journalistiques, j'entends. Tout simplement, c'était cette frustration que quand on est journaliste, on parle à beaucoup d'experts, sans arrêt, et puis on cite 3 lignes. Et puis après, on s'en va, on passe à autre chose. Et le fondateur de The Conversation, qui était un journaliste britannique, qui était basé en Australie, s'est dit, mais pourquoi ne pas donner la parole aux experts directement, avec cette envie de vulgarisation pour descendre dans le débat public. Et c'est vrai que The Conversation a été lancé en 2011 en Australie. Depuis, c'est une progression constante. On a 9 éditions aujourd'hui en 4 langues. On a plein de projets. Je sors juste de mes réunions internationales de toutes les éditions à Londres. Et donc, c'est plutôt excitant. Et le dernier petit point, c'est vrai qu'avec ce que Andrew Jasmine avait perçu déjà il y a 12 ans, qui était l'essor de la désinformation, etc., et des fake news, c'est vrai que du coup, on est un peu au cœur de tout ça. C'est-à-dire que nous, au quotidien, c'est notre travail de mettre en avant la parole des experts contre la parole de ceux qui connaissent tout et du coup ne connaissent rien. Voilà. Merci. Alors justement, désinformation, fake news, on va évidemment en parler, ça va être un peu le fil rouge, je pense, de la table ronde. Mais vous me connaissez tous les trois, j'aime bien aller là où on ne m'attend pas. Donc je vais vous poser une première question qui va beaucoup m'amuser. Je voudrais connaître pour chacun d'entre vous votre rapport personnel à la science. Ce que je voudrais savoir, de façon à pouvoir briser un peu la glace et qu'on apprenne à mieux se connaître, finalement, la petite Nathalie, le petit Bruno, le petit Fabrice, en cours de maths et de physique-chimie, ça se passait comment en fait? Ça, Nathalie, commencer. Juste, j'ai pas eu le temps d'expliquer exactement ce que je faisais. Vous avez pris plus de temps que moi, donc non, mais c'est moi. J'ai lâché le micro. Juste, mes sujets, c'est la transition écologique, donc c'est pour ça. Et alors, j'ai remarqué, Bruno, on a la même position. Ça avec le coup du journaliste, avec le voilà, ça fait bien avec le point. Sachant qu'on a des points communs, parce j'ai travaillé avec Bruno par le passé dans un autre média qui s'appelait BFM Radio, que j'ai travaillé à RFI aussi, et que j'avais collaboré à Ecopo, média de l'économie positive, qui s'appuyait sur des articles de The Conversation
Conversation, justement pour apporter de la valeur, parce que je sais à quel point le média était important. Donc comme quoi on a tous du lien dans cette histoire. Donc voilà, donc ça c'était pour terminer mon petit chapitre. À vrai dire, j'avais prévu qu'on fasse un tour de table pour que vous présentiez dans le détail soit votre émission, soit votre média. On a commencé, c'est l'ego journalistique. Oui. Alors, pour dire mon rapport à la science, alors comment dire, moi j'ai fait un bac A1, ça dit quelque chose à quelqu'un ici. Il y avait voilà, vous voyez, où il y avait quand même des maths et de la physique, et finalement au bout du compte, moi qui suis plutôt littéraire, j'ai eu une sale note en français, une sale note en philo, et j'ai eu des bonnes notes dans les matières scientifiques. Donc non, j'ai un rapport, c'est le problème, et je crois qu'on va en parler aussi, c'est que souvent quand on a une appétence pour le journalisme, on s'oriente plutôt vers des études de lettres. Moi, j'ai fait la Sorbonne et j'ai fait des lettres classiques, donc j'étais comme Sophie Marceau dans l'étudiante. Mais voilà, pas un rapport comme ça, en tout cas jeune, un intérêt, pas pour les mathématiques, peut-être plutôt la physique et les sciences, enfin l'intérêt pour ces sciences du vivant, mais voilà, sans plus. Et surtout, je me suis orientée vers des études qui font que moi, le rapport à la science et l'aspect scientifique, et c'est aussi la problématique, et que je crois que nos camarades pourront très bien en parler, quand on est journaliste, en tout cas, on n'a pas nécessairement une formation scientifique, et c'est bien là que le bas blesse sur ces sujets-là. Je pense qu'on va en parler. Exactement, voilà. Parce qu'il y a une complémentarité naturelle, et un site comme The Conversation, justement, l'a très bien compris. Bruno ? Alors, moi, bac A1 aussi. J'ai une bien meilleure note que Nathalie. Non, j'en sais rien du tout. Voilà, pas super bon en maths. Si, pour les probas, j'étais bon, mais le reste, bof. La physique non plus, enfin, c'était pas du tout mon truc. Je suis pas du tout bricoleur, je suis pas du tout... Enfin, voilà, l'intérieur des machines, je comprends pas trop les mécanismes. J'ai un frère qui est ingénieur et qui est à fond là-dedans, mais voilà, c'était un peu éloigné de moi. Alors après, j'ai fait des études d'histoire, donc il y a quand même un lien assez étroit avec la science et avec, on va dire, la méthodologie scientifique. Mais aussi, après, journaliste généraliste, donc voilà, une curiosité naturelle pour tous ces sujets-là, mais sans connaissance suffisamment approfondie. Déjà, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est la façon dont tu formules la question. La science, pour moi, c'est pas les mathématiques. La science, c'est les sciences humaines, c'est la science de l'économie, c'est la science de l'histoire, c'est la science de physique, etc. Donc, mon rapport à la science, c'est un rapport d'humilité. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, j'ai une assez longue carrière journalistique derrière moi. Je commence déjà un petit peu à m'affaisser lors des événements. Mais je dis toujours que tous les jours, avec The Conversation, j'apprends quelque chose. Parce que on parle à des gens qui connaissent plus que nous, et j'allais dire mieux que nous, même si c'est du mauvais français. Et ça, je pense que c'est très important, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, et ça c'est aussi les débuts de Conversation en France, c'était très rigolo, parce que le modèle existait depuis 5 ans, etc., à l'étranger, et on est venu avec nos petites valises en présentant, à l'époque c'était les commus, il y a toujours un peu de commus, mais c'était, voilà, on présentait aux commus les projets. Et le retour, c'était soit « Ah ben c'est génial, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je cherche quelque chose comme ça pour que mes chercheurs, justement, soient dans la cité. » Ou alors c'est « Excusez-moi, vous pouvez répéter, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez faire. » Et donc c'est ça mon rapport à la science. C'est en fait, il y a une complémentarité entre le travail journalistique, qui est un travail où on interroge. Je dis toujours que les mauvais journalistes, c'est les journalistes qui écrivent un papier qu'ils avaient écrit dans leur tête avant. Et le bon journaliste, c'est celui qui écrit un papier qui est contraire à ce qu'il pense, d'une certaine manière. En tout cas, dans beaucoup de cas. Et c'est ça, c'est cette confrontation-là entre la personne qui sait et nous qui essayons d'expliquer, qui fait l'intérêt de la chose. Et donc mon rapport à la science, c'est celui-là, c'est de dire, moi je connais rien de toute façon, je connais certains sujets mieux que d'autres, je connais la politique étrangère, des choses comme ça, mais quand je parle à un chercheur, à une chercheuse, eh bien c'est cette collaboration-là qui fait que comment on rend ce savoir-là accessible, et c'est le boulot qu'on fait à Conversation. J'ai juste un tout petit truc à ajouter. Moi, j'ai eu un peu 2 vies de journaliste. J'ai commencé par être journaliste généraliste et beaucoup à présenter les journaux, donc à être dans la compression de l'information, dans la synthétisation et à réduire au minimum une information, à essayer de ne pas la travestir, mais de la mettre dans un minimum de temps et passer d'un sujet à un autre. Et puis depuis quelques années, maintenant, je présente une émission qui dure 48 minutes et 30 secondes, précisément. Donc j'ai quand même un temps délimité, mais j'ai quand même un peu plus de temps pour pouvoir interroger des experts et pouvoir donner la parole à des interlocuteurs très, très différents. Et donc, en fait, ça m'a obligé, sur certains sujets, ou sur même la plupart des sujets, à hausser mon niveau de jeu.
C'est-à-dire que jusque-là, mon savoir-faire principal, c'était surtout de recevoir une information qui existait déjà et la synthétiser. Là, maintenant, je reçois une information qui arrive un peu à droite, à gauche, mais surtout, je dois l'interroger et donc la comprendre, la digérer avant d'arriver à trouver on va dire, voilà, expliquer en 48 minutes et donc à aller un peu plus au fond dans les sujets. Et donc ça, j'ai découvert ça, enfin, en tout cas, ça m'est arrivé un peu sur le tard et ça a un peu changé ma vie. Ajouter juste quelque chose. Non, je partage l'avis juste sur le point de vue que le journaliste doit être finalement presque écrire l'inverse de ce qu'il voulait dire au départ. Je pense que c'est un métier où parfois justement certains arrivent beaucoup avec des idées préconçues qui font qu'ils ont absolument envie de coller l'idée qu'ils ont sur le papier ou sur le sujet ou quoi que ce soit. Limite, déjà le script est préécrit sur certaines émissions télé et vas-y que je te sorte le morceau en 30 secondes qui correspond exactement à ce qu'on veut dire. Et je pense qu'il faut justement, et c'est peut-être une démarche, ça rejoint une démarche scientifique, je pense, le peu que j'ai mon regard, mais que c'est de prendre le temps justement d'analyser, d'écouter, de comprendre pour restituer. Normalement, ce métier de journaliste, c'est fait pour ça. Normalement, c'est fait pour comprendre et restituer. Et comme l'expliquait aussi Bruno, prendre le temps d'analyser. Et donc voilà, et parfois, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on ne sait pas à quel journaliste aussi on a affaire et s'il n'arrive pas aussi avec ces fameuses idées préconçues dont je parlais. Ce genre de biais peut exister aussi de l'autre côté de la barrière et peuvent parfois orienter le travail du scientifique, malheureusement. Mais non, vous avez tous les trois, finalement, lancé une perche qui est très, très agréable. Parce que finalement, si je vous écoute bien, vous avez mis directement les pieds dans le plat en parlant de complémentarité entre le métier de journaliste et finalement la mission des scientifiques, peu importe leur discipline, parce qu'effectivement, ça ne se résume pas aux mathématiques et à la physique-chimie. Mais si on parle de cette complémentarité, pour moi, elle est complètement naturelle, et elle est d'autant plus naturelle que j'ai soutenu à titre personnel un média comme The Conversation dès son arrivée en France, qui est clairement un modèle qui joue sur cette complémentarité entre l'expertise journalistique, le savoir-faire journalistique et l'expertise académique d'autre part. Mais justement, cette complémentarité sur d'autres médias moins spécifiques, comme peut l'être The Conversation, on a parfois du mal à la trouver. Et moi, j'aurais voulu avoir votre avis, votre éclairage sur finalement la place qui est consacrée dans les médias aux faits scientifiques, au savoir scientifique. Est-ce qu'il y a une appétence au niveau des salles de rédaction pour avoir cette expertise scientifique? Est-ce qu'il y a aussi une appétence du côté finalement du lectorat ou de l'auditeur ou de l'audimat pour recevoir cette information qui peut parfois être un peu dure à digérer, en tout cas lorsqu'elle est donnée sans filtre? Comme j'ai le micro, je continue, mais bon, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre totalement à la question, parce qu'on va dire quelque part, moi j'ai quitté l'univers des rédactions. Hein. Moi, je suis indépendante depuis 8 ans. J'ai connu les médias mainstream, mais évidemment, je ne peux pas donner l'appétence par rapport à ces sujets-là. Moi, quand j'y étais, à l'époque, uniquement je parle des sujets de transition écologique, hein, parce que je peux pas, même si comme Bruno aussi j'ai présenté des journaux, etc. Mais après, depuis, j'ai eu la chance de tomber par hasard dans ces sujets-là, et moi ça m'a fait beaucoup de bien à tous les points de vue. Mais je pense qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au début, il y a peut-être 15 ans, on n'allait pas questionner les scientifiques sur ces sujets-là. Et on le sait bien, même si parfois on se dit le rapport du GIEC, on n'en a pas grand-chose à faire, on voit quand même que maintenant, on en a quelque chose à faire. Et en fait, sur ces sujets-là, on a l'impression de fonctionner un peu en silo. Moi, je sais que je présentais une émission qui était plutôt dédiée aux entreprises. Et donc, on recevait des tas d'entreprises, parfois qui faisaient beaucoup de com sur les enjeux environnementaux, développement durable, etc. Après, ça a évolué. Puis progressivement, on a vu arriver aussi les collectivités dans cette histoire-là. On disait, tiens, les collectivités, elles ont un rôle à jouer. Puis en fait, tout d'un coup, on a fait, tiens, il y a aussi les scientifiques qui quand même ont largement de quoi apporter en la matière sur le sujet, on le sait bien, et comment ça s'est immiscé progressivement, et je pense qu'il y a un réel intérêt, enfin moi je vois ça de l'extérieur par rapport à mes sujets, qui fait que maintenant, on va plus naturellement aller questionner voilà, comme je dis, moi je collabore aussi à un média qui s'appelle The Good, qui va chercher aussi des scientifiques sur ces sujets-là, et que plus volontiers, même j'anime pas mal de conférences, hein, pour tout vous dire, et dans 2 jours j'en anime une, en ouverture il y aura Valérie Masson-Delbotte, donc ce qui veut dire quand même que voilà, on a un besoin maintenant, on sent qu'il faut revenir à des faits, qu'il faut revenir à une réalité, et que cette montée en puissance, entre guillemets, tout à fait légitime des scientifiques, trouve sa place, en tout cas sur, je ne parle que évidemment de mes sujets en particulier, quoi. Okay.
C'est ça. Normalement, on a Alors, l'habitude de garder le Est-ce micro. qu'on peut transposer justement le ressenti de Nathalie sur l'environnement à d'autres sujets et finalement le généraliser? Alors oui, alors moi j'ai discuté donc avec l'un des journalistes, enfin le journaliste à RFI qui s'occupe le plus des questions scientifiques. On a pas mal échangé là-dessus et ça m'a ouvert aussi d'autres idées. Son ressenti à lui, parce que lui il travaille vraiment sur la santé, sur des questions purement scientifiques, sur les questions spatiales aussi. Son ressenti à lui, et que je partage d'ailleurs aussi, hein, c'est la faiblesse de formation de notre encadrement. Ça, c'est une vraie difficulté. Pour nous, c'est d'arriver quand on connaît un tout petit peu un sujet, tu parlais des salles de rédaction, hein, c'est la difficulté du passage entre notre bureau où on travaille et la salle de conférence de rédaction où on a du mal à faire monter en puissance certains sujets. Donc un faible niveau scientifique, il y a des solutions possibles, on en parlera peut-être un peu plus tard. Hein. Malgré tout, l'urgence climatique et le Covid ont quand même permis une petite bascule, ou en tout cas une vraie prise de conscience. Le Covid, ça nous est tous tombé dessus, et on a quand même très vite donné la parole à des médecins et à des scientifiques et à des chercheurs. Voilà, sur des sujets qu'on connaissait vraiment pas du tout et qui devenaient omniprésents dans l'actualité. Et donc là, quand même, notre encadrement dans les médias généralistes comme le mien s'est aperçu que, oui, il fallait donner la parole aux scientifiques et il fallait vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que ce virus. Et quand il y a un rapport du GIEC, on va un peu plus loin que, oulala, c'est horrible, on va tous mourir. On essaye d'aller maintenant un peu plus loin. Donc il y a eu un shift qui s'est fait d'abord peut-être sur l'environnement et puis après avec ce Covid. Et avec la spécificité du Covid, où non seulement on a essayé de comprendre le sujet, mais on a essayé aussi de comprendre la méthode scientifique. Ce qui est, comme vous le savez, pas tout à fait pareil, parce que ce virus posait énormément de questions sur la façon dont on traitait les malades et dont on envisageait la question de la vaccination et d'un éventuel traitement, et de savoir, nous en Afrique, on a quand même été vraiment en première ligne sur ces questions, parce que le professeur Raoult est extrêmement populaire dans pas mal de pays africains, donc il y a eu quelques épisodes éditoriaux à RFI autour de ça. On a eu à Madagascar ce président qui vantait les mérites d'un remède naturel et qui soignait tout le monde. Bon, voilà. Tout en sachant qu'au final, l'Afrique a été peu touchée. Donc, bon, ça n'a pas été simple à gérer. Mais voilà. Mais on a beaucoup essayé aussi de comprendre comment les scientifiques, enfin, on leur a posé des questions sur comment ils cherchaient, comment ils réfléchissaient et comment ils avançaient face à cette maladie. Voilà, ça a été quand même une prise de conscience générale que oui, il fallait donner la parole aux scientifiques et oui, il fallait leur donner du temps au-delà d'une minute pour expliquer la façon avec laquelle ils travaillaient. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Pour répondre à la question, moi je pense qu'il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution des deux côtés, je vais être honnête. Hein. Il y a 30 ans ou il y a 20 ans, les scientifiques ne voulaient pas descendre dans le débat public, ça ne les intéressait pas, ou en tout cas pour partie. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ça a évolué. Et ça, je dis toujours, si The Conversation avait été lancé il y a 20 ou 30 ans, on ne serait pas là. C'est-à-dire que ça aurait été un échec total. Donc il y a cet aspect-là, donc je pense que ça évolue des deux côtés. Du côté des rédactions, encore une fois, moi je connais des rédactions traditionnelles avant la Conversation. C'est vrai que quand on était journaliste santé, il fallait se battre pour vendre son sujet. Hein. C'est-à-dire que c'était, en gros, non, très bien, on verra demain. Et ça a changé. Ça a changé, voilà, ça a changé parce que tout simplement, oui, il y a le Covid qui est évidemment passé par là, le réchauffement climatique, etc. Mais je pense aussi qu'il y a ces usages qui ont changé. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui l'information soit accessible partout, avec votre téléphone, etc., les gens commencent à avoir besoin de filtres. C'est quoi le filtre par rapport à cette désinformation, par rapport à tout ce qu'on évoque? C'est potentiellement l'expertise, des choses factuelles. Et donc là, tout le monde est gagnant, entre guillemets. Et moi, ce que je remarque, et ça c'est vraiment étonnant et c'est super intéressant, c'est que
à The Conversation, on a le bonheur d'embaucher. Hein. On embauche des gens, des jeunes, etc. Et ça continue parce que le média se porte correctement et se porte même bien. Et je vois, pour la première fois de ma vie, dans les CV de journalistes, des gens qui ont fait des masters scientifiques et des choses comme ça. C'était jamais, mais jamais, jamais, jamais le cas avant. Et ça, c'est vraiment, ça montre qu'il y a un changement, il y a un basculement. Et nous, évidemment, on le welcome, comme on dit en bon français, parce que c'est le cœur de notre métier. C'est-à-dire que nous, on est vraiment là pour faire cette facilité, et on en parlera tout à l'heure. Cette collaboration, elle n'est pas simple, hein, cette collaboration entre les journalistes et les chercheurs au quotidien. Mais je pense qu'il y a une vraie évolution, et je pense que ça ne peut aller que dans ce sens-là. Juste je complète, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on traitait volontiers la science quand c'était amusant, intriguant, anecdotique. Le côté c'est pas sorcier, quoi. Voilà. Ah, cette comète mystérieuse qui va passer 12 secondes, machin truc. Ah, cette maladie, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, des choses relativement anecdotiques. Et là, avec la gravité des situations santé et climat, on se dit que la science, ça doit être traité sérieusement. Ça doit être un sujet en tant que tel qui ne fait pas forcément que la fin des journaux. Ça le fait encore très souvent plutôt la fin des journaux, mais c'est remonté un petit peu dans les hiérarchies. Juste pour terminer là-dessus, et c'est souvent les événements dramatiques qui font que tout d'un coup, avant le Covid, etc., honnêtement, ce à quoi je pense directement et qui a vraiment marqué les journalistes de santé, c'est l'épidémie de sida. Et c'est tout d'un coup avec l'épidémie de sida, j'ai d'ailleurs fait mon mémoire de thèse là-dessus, sur l'impact de la presse, et ça a tout changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit, mais on ne connaît rien. Et donc, le fait d'interroger des experts, parce que justement, on ne connaît rien, ça fait avancer les choses. Dernier élément, et ça c'est un élément important que nous, on a découvert avec le Covid, les gens ont aussi découvert que la science exacte, ça ne veut rien dire. Qu'il y a des doutes dans la science. Et je trouve que ça, c'est bon pour tout le monde aussi. Parce que de prétendre que je suis le sachant et voilà ce qu'il faut faire, ça ne veut rien dire non plus. Donc à partir du moment où les gens comprennent que les chercheurs, les chercheuses, en fait, ils cherchent, c'est un peu la base de leur travail, ils trouvent des choses et ils voient comment ces choses peuvent ou non s'appliquer à la société. Mais tout ça fait que cette collaboration journalisme scientifique, mais aussi citoyen, décideur, etc., eh bien, ça porte des fruits. Et si ça porte des fruits, eh bien, ça avance dans le bon sens. Est-ce qu'elle vient d'un labo, cette maladie? Je ne sais pas. On saura plus tard. Nul ne le sait. Et je confirme juste ce que disait Fabrice, que j'ai une jeune femme qui m'avait écrit par LinkedIn, qui me dit, voilà, je fais des études, je ne sais plus, de scientifique, je ne sais plus ce qu'elle faisait, un master de je ne sais pas quoi, et j'aimerais bien être journaliste, est-ce que c'est possible? Je lui dis, mais allez-y, justement, parce qu'on en a besoin. Vous voyez, donc ça veut bien dire ce que disait Fabrice, c'est que les choses évoluent beaucoup en la matière aussi. Alors justement, vous avez parlé de la façon dont finalement les journalistes peuvent modifier leurs approches, que ce soit au niveau individuel, au niveau aussi des salles d'information, la façon dont on va traiter cette information, la façon aussi dont on va la valoriser, la mettre en valeur, lui donner peut-être plus d'espace. Vous êtes face à beaucoup de mes collègues ici qui sont scientifiques de métier, et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'on ne fait pas encore très bien, voire qu'on ne fait pas encore du tout, pour permettre à nos travaux à la fois de mieux se diffuser et aussi peut-être plus infuser dans la société? Est-ce que vous auriez des conseils, des bonnes pratiques finalement à nous donner, fort de votre expérience, mais également du regard que vous pouvez porter dans le fait que vous interrogez régulièrement des scientifiques? Finalement, où est-ce qu'on peut encore s'améliorer et qu'est-ce qui pourrait permettre à nos travaux de mieux se diffuser et mieux infuser? Voilà, vous en avez chez moi à chaque fois qu'ils commencent. Ils ont le temps de réfléchir pendant ce C'est temps-là. ça. Là. Ah, c'est ça, je t'envoie au feu, Nathalie. Non, après je vais passer vite le micro. Non, j'ai pas. C'est compliqué de donner des conseils, mais moi, tout ce que je peux dire, en tout cas, un travail journalistique, c'est de vulgariser autant que possible et de rendre le discours compréhensible. Alors après, moi, je travaille je travaille à la radio, donc je fais plutôt des interviews radio. Donc après, voilà, peut-être se former un peu plus, avoir cette notion. C'est pas simple, hein, j'imagine, quand on prend du temps pour faire des recherches. Ça m'arrive d'interviewer des ingénieurs parfois et arriver à synthétiser en 5 minutes ce qu'on a fait et à l'expliquer le plus simplement possible, c'est peut-être pas évident. J'en ai bien conscience. Mais il y a peut-être
voilà, un travail à faire peut-être de ce côté-là, même s'il y a j'imagine, des choses qui sont plus sensibles, même si moi, j'interviewe pas autant que ça de scientifiques, mais je le fais un peu, évidemment. Mais voilà, peut-être que il y a peut-être ce biais-là d'arriver à faire se rencontrer justement les deux univers et dans peut-être cet esprit de synthèse et de clarification autant que possible du discours qui fait qu'on pourra aller vers un public qui n'est pas nécessairement informé et des journalistes qui ne sont pas nécessairement informés, pour reprendre ce que disait aussi Bruno. Voilà, comme ça je passe le micro aux autres et voilà. Bon, soyez réactifs comme Julien Pillot. Non, mais sans rire, c'est vrai que dans nos médias audiovisuels, là, il y a une réunion avec les chefs le matin et il faut que le sujet il atterrisse dans la journée ou la soirée et qu'on l'ait au maximum le lendemain matin. Bon, il y a différents formats qui permettent parfois de patienter un peu plus, mais globalement, on a besoin effectivement de spécialistes qui puissent répondre, pas forcément dans la demi-heure ou dans l'heure, mais qui puissent nous donner un timing précis, nous dire à 16h, ouais, ok, j'ai 10 minutes à vous consacrer, dites-moi les 3 thématiques à l'avance, éventuellement, mais en tout cas, voilà, dans les médias audiovisuels, c'est quand même ça qui fait, quand même l'un des tout premiers critères. Il y a la compétence, il y a être pointu sur son sujet, mais pas trop, mais surtout être disponible et réactif. Ça, c'est quand même la première chose. Je pense que j'ai deux autres pistes de solutions qui peuvent être utiles. L'une est de ne pas vous adresser que aux spécialistes qui concernent votre domaine à vous. Par exemple, Julien est économiste, mais il peut aussi s'adresser à quelqu'un qui parle des nouvelles technologies. Il peut aussi s'adresser à quelqu'un qui s'occupe de l'automobile. Bon, il est relativement généraliste, c'est son cas. Mais parfois, on peut être aussi quand même dans un domaine précis. Sauf qu'aujourd'hui, le monde est ainsi fait et notre société est ainsi faite que beaucoup de sujets sont très interconnectés. Et qu'un spécialiste de l'intelligence artificielle ou d'autres peut s'adresser à différents types de journalistes. Et voilà, diffuser l'information, dans nos médias, on a très souvent besoin de renouveler nos voix sur un sujet. Si je pourrais interviewer Julien toutes les semaines sur plein de sujets. Non. Quasiment, enfin voilà, il y a plein de sujets où on peut tous avoir des idées. Mais on a besoin d'avoir des gens qui... des voix différentes, des points de vue différents, des gens qui viennent d'horizons différents, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller diffuser des informations, des idées auprès de journalistes très différents. Parfois, ça match et parfois, ça fonctionne. Et puis, la troisième solution que je verrais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à le manque de formation de nos managers. En fait, c'est d'essayer de faire en sorte de faire monter en compétence notre encadrement. Parce qu'on voit, c'est ce qu'on est en train de faire sur l'environnement, petit à petit. Voilà, ça a mis longtemps, ça arrive un peu sur le tard, mais aujourd'hui, il y a des formations qui sont prodiguées par des climatologues ou d'autres spécialistes de ce sujet, y compris auprès de nos managers. Bon, là, c'est très à la mode de le faire, mais ça pourrait l'être aussi sur l'intelligence artificielle ou sur tel ou tel domaine de la santé. Voilà, en tant que groupe de formation, enfin voilà, éventuellement proposer effectivement des formations sur tel ou tel sujet et à destination aussi ça peut être des modules de juste 2 heures. Hein. 2 heures, ça permet pas forcément de connaître le sujet dans son intégralité, mais juste d'en comprendre les enjeux, de savoir là, oui, il y a un truc important qui se passe, l'année prochaine, il y aura tel événement, ce sujet-là, c'est important dans mon domaine. Et ça, le manager, s'il est intelligent, il comprend et il retient. Un manager. De façon générale, ce qui est intéressant, l'expérience qu'on a nous, et ça, je trouve ça c'est très intéressant, c'est que nous en aval on fait pas mal de choses. C'est qu'on fait des ateliers d'écriture, on nourrit ce dialogue qu'on a au quotidien avec les chercheurs et les chercheuses, on aide, vraiment, comme je dis souvent, la collaboration ça peut durer 3 heures, puis ça peut durer 1 mois quelquefois sur un seul article, parce que voilà, il y a des allers-retours et tout ça. Et par contre,
je trouve ça à la fois étonnant et à la fois intéressant, parce que c'est aussi une richesse. En fait, en amont, j'allais dire, il faut faire connaître plus les travaux de la recherche, parce que nous, on découvre des choses extraordinaires, et souvent, les établissements, les institutions ne pensent pas à nous les signaler. Et tout d'un coup, parce qu'on va chercher des choses, etc., on découvre une recherche absolument extraordinaire. On se dit, mais c'est dingue, ils ne nous ont pas parlé de ça. Et je pense qu'il y a un gros effort à faire vraiment de la part de toutes les institutions de recherche, de toutes les universités, tous les gens qui travaillent sur la science, etc., pour faire connaître leurs travaux. Un exemple très simple, et c'est une expérience qu'on a menée il y a 2 ou 3 ans, sur la data. Il y a une richesse de data dans les universités françaises, c'est absolument dingue. Personne n'en fait rien. Cette data, elle est dans des rapports, j'avais failli dire méchamment que personne ne lit. Pas que personne ne lit, mais qui sont limités vraiment à une faible audience, etc., etc. Et donc, si les institutions arrivent à mieux faire connaître avec anticipation, parce qu'il faut de la réactivité, je suis d'accord, mais dans notre cas, nous, on n'est pas là pour faire de la news entre guillemets, par contre, on anticipe énormément. Donc si moi je sais que dans tel ou tel établissement, dans 6 mois, il y a un travail super intéressant qui va apparaître, etc., on a le temps de travailler sur le fond, de prendre le temps de savoir comment on va présenter ces travaux-là. Donc vraiment, certains établissements le font mieux que d'autres, mais de façon générale, c'est vraiment... Il n'y a pas ce réflexe de faire connaître ces travaux et d'arriver à faire en sorte qu'en faisant connaître ces travaux, on mobilise les médias autour de justement ce qu'on est en train de faire et des résultats potentiels. Et ça, je trouve que c'est un vrai déficit. Les anglo-saxons le font beaucoup mieux, sans vouloir... mais vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que, voilà, les anglo-saxons, enfin, moi j'ai travaillé beaucoup, et je travaille toujours beaucoup aux États-Unis, c'est des machines, voilà, etc. Et nous, on n'a pas encore ça, on n'a pas encore cette professionnalisation de la recherche par rapport à la diffusion. Parce qu'avant la diffusion, il faut faire connaître. Donc et ce lien-là, quelquefois, il manque un peu. Ouais, le savoir-faire et le faire savoir, finalement. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est pas parce que je suis entourée de 3 messieurs, je vous apprécie beaucoup. Dans les médias, et je pense que Bruno est tout à fait d'accord, il y a un besoin de visibilité des femmes. Donc si vous êtes une femme chercheur, allez-y, montrez-vous. Chercheur ou chercheuse? Ouais, d'accord. Regarde autour de toi, on en a un certain nombre quand même. Hein. Voilà, non, mais c'est pour ça, parce que c'est important aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez, une chercheur ou une chercheuse? Les deux, chercheureux, d'accord, c'est ça? Les deux, bon d'accord. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que souvent, je me souviens du nombre de fois où j'étais dans un média, on disait « Ah non, mais là on a trop d'hommes, on va chercher une femme. » Mais oui, mais une femme, dans quel domaine? Donc là aussi, elles ont leur place, hein, vraiment très, très clairement. Mais Julien, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez continuer à venir avec une jupe. Non voilà. Mais en tout cas, ça en fait partie aussi de cette diversité. On a des annuaires aujourd'hui spécialisés pour trouver des expertes qui nous permettent de faciliter effectivement, je voulais juste dire ça, faciliter cette recherche d'expertes sur certains domaines. Ça ne veut pas dire que systématiquement on va choisir une femme, parce que parfois le sujet veut qu'on va quand même choisir un homme. Mais voilà. Pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est très intéressant parce que parmi l'ensemble des contributions qui concourent au trophée aujourd'hui, on a une quasi-parité entre les productions qui ont été faites par des hommes et les productions qui ont été faites par des femmes. Et on verra dans quelques minutes maintenant ce que notre jury a décidé de récompenser. Mais on a plus parlé finalement de la diffusion que de l'infusion. Mais moi, il y a un sujet qui me préoccupe énormément en tant que scientifique, mais également en tant que citoyen. Finalement, c'est un rejet et une défiance contre les arguments d'autorité, y compris contre finalement le fait scientifique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu mesurer, que ce soit sur vos émissions actuelles ou tout simplement lorsque toi tu vas animer des conférences, sur les commentaires que vous pouvez recevoir par exemple sur le site The Conversation? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez monter et finalement comment combattre finalement cette défiance vis-à-vis du savoir, de la science, et qui nous mène vers l'obscurantisme ou qui peut faire le lit aussi tout simplement de contre-vérité. Ouais, je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser non plus, parce qu'il y a une défiance, il y a une grosse défiance vis-à-vis des journalistes, alors ça, voilà, qui est encore beaucoup plus importante que vis-à-vis du savoir. Et donc, encore une fois, c'est une question de dialogue. C'est-à-dire que quand on amène la recherche et la science comme un élément de compréhension, ça se passe très bien.
C'est quand on commence à... Quand la recherche, quelquefois, dit en gros c'est ça et c'est rien d'autre, il y a toujours des... Voilà, ça va générer un débat. Par contre, quand on regarde le dernier... on l'a présenté il y a 3 jours, mais le dernier rapport du Reuters Institute qui travaille notamment sur la presse, mais pas que, hein, qui place quand même la science comme l'un des sujets sur lesquels les gens ont le plus de confiance, quoi. Donc ça reste quand même quelque chose, voilà, cette expertise-là, et j'espère, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on vend, même si on vend rien, voilà, nous, ce qu'on met en avant, c'est l'expertise. On la met en avant gratuitement pour tout le monde, partagée avec tout le monde, parce qu'on pense que ça avait une vraie valeur, c'est une vraie valeur ajoutée. Et donc je pense qu'il faut continuer comme cela. Alors après, il y aura toujours la désinformation, il y aura toujours, alors, on l'a vu sur le Covid, bon, ben voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Après, nous, à The Conversation sur le Covid, on est resté vraiment droit dans nos bottes. C'est-à-dire qu'on a fait écrire les experts sur leur domaine de recherche. On n'est jamais sorti des créneaux, on ne fait pas d'opinion, etc. Et à partir du moment où on respecte tout ça, c'est-à-dire qu'on respecte aussi la personne qui lit, je pense que là, il y a une vraie valeur. C'est quand la science se déclare, voilà, grande, je sais pas comment dire ça, mais héros de tout, voilà, de tous les problèmes et qui peut régler un peu tout ça, que là, ça devient plus compliqué. Mais pour l'instant, et j'ose l'espérer, et j'espère que ça va continuer, la science reste quand même une valeur sûre en termes de comment on juge tel ou tel article, telle ou telle information. Ça reste quand même l'expertise, reste quand même un domaine important. Justement, sur cette question, effectivement, science et opinion, sujet central avec le Covid, mais pas que, hein, sur plein d'autres sujets, ça vaut aussi. Nous, RFI, on est aussi les représentants d'une certaine manière de la France et de l'Europe et de l'Occident en Afrique. Et donc on est rejeté par certains, c'est pas une généralité, mais on est en partie rejeté à cause de ça. Et donc on essaye, ça fait partie aussi de nos pistes. Avoir un peu plus de femmes, c'est une chose, mais d'avoir aussi un peu plus de diversité aussi dans notre panel d'experts ou d'expertes, d'interroger aussi des experts qui sont eux-mêmes africains ou qui ont étudié en Afrique ou qui ont un lien avec l'Afrique ou l'Asie ou d'autres zones du monde. Voilà, il faut pas que la science, elle vienne des États-Unis, de France et du Royaume-Uni, et c'est tout. Voilà, certes, les plus grandes universités sont souvent dans ces pays-là, jusque-là, même si les choses évoluent, mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles je pense qu'il faut réfléchir. Sur les questions par rapport à l'opinion, c'est sûr aussi que de plus en plus, nos émissions, où on organise des débats à plusieurs, elles ont souvent une question qui est posée et une question qui est éditorialisée. Et on demande, j'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont dû en faire l'expérience, on vous demande de réagir au-delà de votre cadre de scientifique, de réagir à une question qui sort du cadre de vos recherches. Alors, on peut essayer de trouver des réponses, ça peut arriver, effectivement, entre les deux, mais ça fait partie des choses qu'on vous demande de plus en plus. Et donc ça, et souvent aussi, d'ailleurs, on choisit notre plateau d'experts. Alors ça dépend des émissions, mais on choisit aussi en fonction de l'opinion supposée d'un tel ou d'un tel. Lui, il aime bien la voiture électrique, ou lui, il n'aime pas la voiture électrique. Enfin bon, bref, ça peut être sur plein de sujets. Donc c'est la question, effectivement, de l'orientation de nos interlocuteurs. Et puis derrière ça, il y a une question subsidiaire qui est notre interrogation qu'on peut avoir sur comment cet expert ou cette experte est financé, par qui il est financé, est-ce qu'il travaille avec une entreprise, est-ce qu'il a déjà fait des choses pour le gouvernement ou est-ce qu'il n'en a pas fait. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose et qui peuvent avoir une influence sur la façon dont on vous recrute pour des émissions ou la façon dont on vous pose des questions.
Moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, peut-être parce que, étant dans des sujets développement durable, transition écologique, il y a plutôt de la bienveillance. Moi, j'ai pas vu, dans tout ce que j'ai pu faire, de débats où il y avait vraiment beaucoup on va dire, de fight et de regards négatifs sur la science. Au contraire, c'est ce que je disais, c'est que ça monte de plus en plus en puissance et qu'on voit qu'on a besoin d'experts, que ce soit pour des émissions, des tables rondes physiques ou tout type de sujet. Après, je pense qu'il y a aussi, c'est un peu ce qu'évoque Bruno, hein, il y a médias et médias aussi. Il faut savoir dans quels médias on va. Là, on est plutôt justement avec des médias bienveillants qui essayent de travailler correctement, d'être à l'écoute. Après, ça dépend si on va sur un plateau télé. Nous, ça m'est arrivé, moi-même, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on est parfois sollicités, nous, journalistes, pour venir sur des plateaux télé parler de sujets. C'est-à-dire, moi, une fois, j'ai refusé parce que je savais que j'étais identifié énergie renouvelable face à des acteurs du nucléaire. Et je suis désolée, mais un journaliste doit être indépendant. Non, mais voilà. Donc, c'est ça aussi. Donc, il faut savoir aussi, quand on vous sollicite, il ne faut pas aller, en tout cas, je parle pour l'audiovisuel, mais il ne faut pas aller dans tout et n'importe quoi, bien voir ce qu'il y a derrière, voir si on est identifié, comme disait Bruno, sur tel type ou tel type de sujet, qu'on peut finalement, parce qu'après, c'est aussi de l'image, une trace qu'on laisse, partir sur un sujet qui va pas être le sien, et où là, ça risque d'être dangereux. Donc il faut aussi faire... il y a les bons et les méchants dans toute cette histoire, comme partout. Alors justement, garde le micro parce que la prochaine question, elle est pour toi. Mais en fait, c'est la suite logique de la discussion qui vient de précéder. Finalement, le débat scientifique, c'est un débat et qui, normalement, laisse la place au contradictoire. Jusqu'où est-ce qu'on peut laisser la place au contradictoire? Et je me tourne vers toi parce que ce sont tes sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore organiser des débats entre personnes dont certaines d'entre elles pourraient éventuellement défendre des thèses climato-sceptiques? Vaste sujet. Pourquoi pas? J'allais dire la contradiction, faut laisser parler tout le monde. Hein. C'est comme quand on dit pour un parti politique dont je ne citerai pas le nom, est-ce qu'on a le droit de le laisser parler ou pas? Et est-ce qu'on a le droit de lui apporter de la contradiction? C'est toute la question. Après, s'il y a débat, il y a démocratie, il y a débat. Et donc, de la même façon, il peut y avoir débat. Après, il faut arriver à avoir les arguments en face pour démonter ce fameux climato-sceptique et tout ça. Mais à partir du moment où le débat est bien orienté, j'ai aucun souci avec ça. C'est ce que je disais, après tout dépend dans quel média on va. C'est pareil, je ne citerai pas le nom d'un média, mais je pense que quand on va sur certaines chaînes de télé, on sait très bien de quel côté ça peut être orienté aussi. D'où le danger après, de se retrouver, c'est ce que je disais, voilà, entre deux chaises et finalement de perdre le débat. Alors qu'il faut qu'il y ait moi je trouve qu'il faut qu'il y ait du débat et de l'échange. Hein. C'est tout normalement le rôle du journaliste. Enfin oui, Bruno. Mais plutôt accepter des débats où il y a un angle. C'est-à-dire que si c'est juste pour répondre est-ce que la planète se réchauffe ou est-ce qu'elle ne se réchauffe pas, bah oui, là on va entrer dans un truc qui risque de ne pas avoir beaucoup d'intérêt et où on va mettre à égalité celui qui y croit et celui qui n'y croit pas. Il y a encore des gens, on voit dans la presse ce matin, hein, il y a des gens qui font des bouquins sur les lubies du GIEC, sur la science-fiction du GIEC. Enfin voilà, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Donc oui, ça fait partie de la réalité. Je ne sais pas si tu as 2 heures pour parler de ce sujet-là, mais il y a une grande responsabilité des médias dans tout ça, à plusieurs niveaux. Mais j'allais dire, moi, ce qui me frappe, c'est le manque d'intelligence, souvent, et je ne vais pas nommer, ça n'a pas de sens, mais la responsabilité des médias, elle est sur le fait qu'avec l'info en continu, tout le monde est expert, je l'ai dit au tout début, mais ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui parlent de tout, de fait, ils parlent de rien. Personne n'est expert de tout. Les journalistes deviennent experts, ça n'existe pas non plus. Il y a des journalistes qui sont experts sur un sujet ou qui reviennent d'une région du monde et ils peuvent essayer de faire transmettre un message. Voilà. Et on en revient à la qualité du débat, comment elle est organisée. Mais évidemment qu'on peut avoir des débats. Il faut des débats qui soient basés sur les faits, qui soient basés sur etc. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai passé 5 ou 6 ans à refuser d'intervenir sur tous les plateaux de télévision. Et le seul ordre du jour, c'était on me disait vous allez être en face de quelqu'un du Figaro, vous avez juste être dans la contradiction sur tous les sujets. Et c'était ça l'ordre du jour. Et je disais, mais excusez-moi, donc je suis à l'époque, j'étais à Libération, je suis de Libération, vous invitez quelqu'un du Figaro, et pour le dire vite, on s'engueule sur tous les sujets. C'est ça votre prendre 1 heure, pendant 1 heure. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est très bien payé, monsieur. Je dis oui, mais je ne vois pas l'intérêt. Et donc voilà, après, encore une fois, c'est à nous, c'est aux médias de réfléchir au format,
de réfléchir à comment ils réfléchissent justement, de réfléchir à comment on peut angler les sujets, comment on peut faire venir les bonnes personnes. Et oui, évidemment que la science permet les oppositions et les contradictions, tant mieux. Mais il faut que la qualité du débat soit là, parce que si c'est pour entendre quelqu'un hurler pendant 20 minutes, voilà, les mêmes inepties, qu'il n'y a pas... Et c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui dans tous les médias, parce qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de productions, c'est qu'en gros, on favorise la contradiction et pour ne pas dire la confrontation, plutôt que le débat. Je reprends l'exemple du professeur Raoult. On n'a pas pu, nous, médias généralistes, échapper à ce phénomène. C'était impossible de ne pas en parler du tout, d'ignorer totalement le personnage et d'ignorer ses recherches. Enfin, après, le président de la République est même allé le voir, enfin, mais bon, ça, c'est pas le critère. Mais à partir du moment où il avait effectivement une présence notable dans l'opinion et sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas échapper au phénomène. Après, tout notre travail était de le questionner, de s'appuyer sur des faits, sur ses recherches précises, les démonter ou parfois dire que là, en l'occurrence, il avait raison et là, il avait tort. Au final, je voudrais quand même faire remarquer que la science a gagné. Enfin, je veux dire, on a eu quand même une période de quelques semaines où on se demandait si les Français, notamment, allaient se faire vacciner. Globalement, très très majoritairement, les Français ont été finalement se faire vacciner. Et aujourd'hui, très très majoritairement, les Français croient au réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, il y a une part de l'opinion qui n'y croit pas, ok, certes, mais globalement, la science a gagné sur ces questions-là. Donc, il y a d'autres sujets où c'est peut-être... on ne sait toujours pas si la Terre est ronde, certes, mais on le saura peut-être un jour. Mais voilà, globalement, le débat, quand même, apporte. Et sur la question des vaccins, on était... il y a un moment, c'était un peu tangent, hein. Enfin, c'était pas sûr que ça tourne dans un sens. Et le fait de réfléchir, de s'appuyer sur des faits, de l'efficacité de ce vaccin qui a permis en quelques semaines de diminuer. Enfin bon, bref, les choses ont quand même avancé. Mais est-ce que c'est la science qui a gagné ou est-ce que ce sont les institutions qui ont gagné? Les deux ensemble. Les deux ensemble. On en revient à la complémentarité. Les pouvoirs publics ont besoin de la science, comme la science a besoin des pouvoirs publics. Et enfin, avec les médias, on est un triangle. Hein. Après, si on parle d'un côté au pouvoir public et de l'autre côté à la science, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est vrai. Après, j'ose espérer qu'on a une capacité à apprendre. Donc, et c'est comme ça que, généralement, on essaie d'avancer. Donc, avec le Covid, on a appris des choses. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses avec le réchauffement climatique, parce que vu comment voilà, les événements se précipitent, il va y avoir aussi un moment où en fait, on sera obligé d'aller convoquer la science, d'aller essayer de réfléchir à ce qui va arriver, ce qui se fait aujourd'hui. Avec voilà, alors on peut tous le rapport du GIEC, mais oui, mais non, mais il y a de plus en plus de personnes qui le lisent, qui le comprennent, et puis surtout où va donc tout ça fait que cette collaboration qu'on évoque depuis le début, elle avance et elle est productive. Encore une fois, c'est peut-être bête à dire, mais les gens aiment les résultats. Donc si on montre que voilà, cette collaboration, elle a servi à quelque chose, voilà, on fait adhérer. Et donc les gens adhèrent. Donc c'est en avançant, c'est en restant positif, c'est en sollicitant ces échanges, ce dialogue qu'on a. Et comme je dis, nous, souvent, on peut penser que c'est facile, le dialogue entre recherche et journalisme. Il n'est pas du tout facile, c'est pas vrai. Ça peut être facile dans certains cas, ça peut être très compliqué dans d'autres. Mais ce dialogue-là, j'ai l'impression, et j'espère, encore une fois, en toute humilité, qu'il fait progresser les choses. Moi, je dis toujours, à The Conversion, on n'est pas là pour publier des articles sur un site web. Il y en a partout des articles sur un site web. On est là pour que, encore une fois, j'espère, on partage du savoir pour essayer un peu de mieux comprendre les enjeux du monde. Et que ce débat public avance un peu parce que, justement, la recherche y participe, parce que les gens qui savent, etc. La recherche n'est qu'un élément, c'est pas le seul élément. Mais si on ferait ce lien entre la science, pour le dire de façon très large, les sciences, comme je disais tout à l'heure, le citoyen et puis les décideurs, c'est là qu'on est gagnant, parce que c'est là qu'on voit si justement on est productif, si on avance et si on va vers un résultat. Et donc tant qu'on montre ça, je pense que on peut y arriver. C'est à partir du moment où tout d'un coup
Voilà, il y a un coup en arrière, là c'est plus compliqué. Et si on essaie d'imposer aux gens, ça ne marchera pas non plus. Aujourd'hui, les gens ont un usage de l'information mes gamins ont un usage de l'information que j'avais pas à leur âge, évidemment. Ils connaissent tout de tout, ils voient tout passer, enfin, etc. Et ils se trompent aussi beaucoup. Mais voilà, mais cet usage-là, il faut aussi en prendre en compte. Et puis surtout, il faut en tirer les leçons. Il faut essayer de leur dire aussi, il faut l'éducation aux médias. On n'a pas parlé d'éducation aux médias, c'est la même chose. L'éducation aux médias, l'éducation à la science, ça doit intervenir beaucoup plus tôt. Il doit y en avoir beaucoup plus. Et ça, c'est très important aussi. Aujourd'hui, on est confronté à de l'info, en gros, à 5-6 ans, parce qu'en fait, tout le monde réclame son petit téléphone, et ils l'ont généralement 5-6 ans, non, j'espère que non, mais 10 ans, ça y est, il y a le téléphone, parce que sinon, tout le monde hurle. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte également, les usages aussi. Ça semble vécu. Moi, j'ai été une fois ou deux dans l'école de ma fille ces dernières années. Allez dans les écoles aussi. Dès que vous avez l'opportunité, que vous connaissez un directeur d'école primaire ou même au collège, hein, mais si vous en avez l'envie et l'énergie, franchement, allez dans les écoles, allez parler de votre travail et aussi de la façon dont votre travail est répercuté dans les médias ou les produits qu'ils utilisent pour s'informer. Ou impacte la société. Ou impacte la société. On a gagné en partie en France sur, par exemple, l'alimentation, le traitement de l'obésité, les menus dans les cantines. Il y a eu des études qui ont été faites. Les journalistes ont été invités à faire des reportages dans les cantines scolaires, dans des cliniques pour l'obésité. On a donné la parole à des scientifiques qui travaillaient sur ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a des réglementations sur les menus dans les cantines. Enfin, tout ça grâce aussi au pouvoir public. Enfin, il y a, sur certains sujets, il y a des choses qui ont été faites en coordination et qui ont vraiment, je pense, aidé la société. Et on a tous notre part. Enfin, moi, je suis représentant d'un média de service public. C'est important pour moi, effectivement, de faire avancer certains sujets. Si on a encore 30 secondes, je vais faire vite. Je rebondis juste encore sur cette affaire du professeur Raoult. On a eu un jour, excusez-moi, hein, mais ça a été vraiment un cas d'école, parce que un jour, le professeur Raoult va donner une conférence de presse à Dakar, au Sénégal. Frappe à ma porte. Voilà. Non, il aurait pu. Il va à Dakar faire une conférence de presse pour diffuser la bonne parole. La correspondante de RFI à Dakar, sur le pays où RFI est très écouté, est invitée à cette conférence de presse et naturellement accepte d'y aller. À Paris, dans la conférence de rédaction où je me trouvais, avec le rédacteur en chef chargé de l'Afrique, de cette zone de l'Afrique, il nous dit notre correspondante va aller à cette conférence de presse. Moi, je lève le doigt, je dis attention, là on est sur un sujet extrêmement mouvant, attention à ne pas juste lui donner la parole, à ce que le reportage soit équilibré. Attention, la correspondante à Dakar n'est pas forcément au courant de toutes les polémiques en France et de tous les débats et de tout ce qui court autour du professeur Raoult. Oui. Bon, le lendemain, ça n'a pas manqué, le reportage, voilà, on entendait le professeur Raoult qui disait ceci, qui disait cela, point final, merci, à demain, à vous les studios. Il y a ce problème dans nos médias généralistes de la coordination entre nous, journalistes, et c'est pour ça aussi que je vous disais qu'il faut diffuser l'information et la façon dont vous travaillez de façon plus large que juste aux spécialistes. Voilà, il faut que les mails ou les communiqués, ils aillent au-delà du service scientifique. On y travaille. On a encore beaucoup de choses à apprendre, à progresser. Est-ce qu'il nous reste peut-être le temps de prendre une ou deux questions venant de l'audience? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'interpeller nos journalistes pour aborder un sujet sur lequel on... Un retour d'expérience. Pourquoi pas aussi? Retour d'expérience, pourquoi pas? Pas de questions. Je pense que tout le monde est très pressé de connaître le résultat des trophées d'amélioration. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois, vraiment infiniment. Merci de m'avoir fait l'amitié de venir, d'avoir pris du temps pour initier ce dialogue avec nous.
Moi, je vous invite à rester. Je sais que tout le monde ne va pas pouvoir rester parce que vous avez des agendas qui sont très chargés. Mais si vous pouvez rester un petit peu, ce sera super. Et puis il y a un cocktail juste après. Donc c'est pour ça. C'est parlé aux journalistes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.